Salut les jeunes chimistes et les moins jeunes aussi, les collègues qui regardent cette vidéo. Donc, on va parler d'une capacité numérique qui concerne le ou les points de fonctionnement dans un réacteur continu. Donc voilà, je vous ai préparé un petit exo, qui est un exercice du TD avec mes étudiants. On va résoudre les questions, faire le code Python, etc. Donc d'abord, je souhaitais vous remercier pour tous vos gentils messages. On avait fait une vidéo l'autre fois avec mon collègue et ami Eric Noiset pour la première capacité numérique du programme de PC. Et voilà, et ça vous a bien botté. Vous nous avez dit, bah super, on en aimerait d'autres. Donc me revoilà pour la deuxième capacité numérique. Hélas, pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne peux pas avoir Eric à mes côtés. Il a un empêchement voilà, auquel il ne peut pas couper. Donc Eric, je te salue et je te remercie pour ta relecture et tes encouragements parce que bah, Eric, c'est aussi dans l'ombre un peu notre formateur en Python. Et je lui ai demandé énormément de conseils quand j'avais besoin moi-même de me mettre à niveau. Et puis bon, aujourd'hui, ça va mieux. Je vole un peu de mes propres ailes, mais voilà, quand j'ai un problème, je reviens souvent vers Eric pour me débloquer. Et donc, je tenais à te remercier pour ça. Comme d'habitude, en description, vous allez avoir le sujet de l'exercice, vous allez avoir un code Python à compléter, et puis vous aurez les timecodes si vous voulez vous rendre directement sur une question. Ça vous permet de gagner du temps si vous souhaitez aller à des endroits précis. Vous m'avez aussi la dernière fois dit, ah, on pourrait faire peut-être plus moderne, plutôt que le code sous Piso comme ça, faire quelque chose sur un notebook. Donc j'ai choisi, en plus de vous présenter le code, sous un Google Colab. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez assez didactique, assez ergonomique. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, mettez-nous un max de commentaires sous la vidéo. Pensez à vous abonner si ça vous plaît. Et puis nous, on va essayer de progresser à chaque coup, hein. Donc c'est grâce à vos retours constructifs et à votre bienveillance que je peux continuer de vous proposer des contenus toujours un petit peu plus aboutis. Voilà, je pense que pour la partie administrative, on est bon, donc je démarre l'exercice. Évidemment, je vous invite d'abord à le chercher par vous-même avant de visionner la correction. Vous connaissez la chanson, c'est parti. Alors voilà l'histoire, donc on a du peroxyde de ditertiobutyle dans un réacteur, et puis là je considère que vous avez lu, on vous donne le volume, la surface, le débit volumique, la température d'entrée. Alors attendez d'ailleurs, comme c'est cadré comme ça, hop, ça je devrais le mettre ici. Et puis la première question, on vous demande à partir d'un bilan de matière d'établir une relation entre le taux de conversion et la température dans le réacteur, puis on va le coder sous Python. Donc le réactif, je vais le noter A, et donc effectivement, je vais écrire le bilan de matière pour A. Ben, en gros, le bilan de matière, c'est quoi? Alors, je fais un petit rappel de course, c'est de dire que la dérivée de la quantité de matière de A par rapport à T, ben, en gros, ça va être ce qui entre, moins ce qui sort, plus ce qui est fabriqué, moins ce qui est consommé par la réaction chimique. Donc, on a un terme d'entrée qui serait débit molaire de A en entrée, moins le terme en sortie, d'accord? Et puis ensuite, faut voir s'il y a des termes de création ou de destruction. Donc comme le composé A, il est consommé par la réaction chimique, il y a un terme de destruction qui vaut, qui vaut dxi sur dt. Donc moins dxi sur dt. Donc ça, c'est un petit rappel. Ici, comme on est en régime stationnaire en réacteur continu, la dérivée vaut 0. Et par ailleurs, le terme dxi sur dt, si on se rappelle la définition de la vitesse de réaction, ici je la note R, ça vaut R fois V. Où R est la vitesse volumique de la réaction, donc R c'est bien 1 sur V dxi sur dt. Et donc si je remplace, j'arrive naturellement à un bilan qui s'écrit, en fait je l'écris autrement, ce qui entre de A égale ce qui sort plus ce qui a été consommé par la transformation chimique. On arrive à ceci. Et puis ensuite, on va utiliser le fait... Alors là, je rappelle que les unités SI, ce seraient des moles par seconde. D'accord? Donc on a des débits molaires. Or, le débit molaire, on peut le relier au débit volumique. Donc je vous rappelle que dans le cadre de ce chapitre, on considère qu'on travaille dans l'hypothèse de la conservation du débit volumique. Ça, je l'ai déjà discuté en cours, donc j'y reviens pas ici. Mais ce qui fait que le débit molaire de A en entrée, je vais le remplacer par débit volumique fois concentration molaire de A en entrée. Le débit molaire de A en sortie, je le remplace par débit volumique fois concentration molaire de A en sortie. Et puis ensuite, pour la vitesse de réaction, on nous dit que la transformation, regardez, c'est ici, modélisée par une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif.
Donc si c'est d'ordre 1, ça veut dire que R, je peux l'écrire K de T fois la concentration de A en sortie. Je précise également qu'on est dans un RPAC, et l'hypothèse du RPAC, c'est que la concentration de A dans le réacteur est égale à la concentration de A en sortie. On considère que le réacteur est parfaitement agité. D'ailleurs, je me rends compte ici que je ne l'ai pas explicitement écrit à cet endroit-là dans l'énoncé. Donc je précise que c'est un RPAC, réacteur parfaitement agité continu. Il y en a qui vont le noter RCPA, il y en a qui vont dire RAC, peu importe, on s'en fout. Mais c'est un réacteur continu parfaitement agité. Le programme ne demande que de traiter le cas du RPAC pour ce qui est des points de fonctionnement. Voilà, donc c'était un peu implicite, mais je préfère l'expliciter ici. Je reviens à mon bilan de matière. Ensuite, le taux de conversion, il est défini tel que la concentration de A en sortie est égale à la concentration de A en entrée, facteur de 1 moins alpha, où alpha est le taux de conversion. Et donc, si je remets ça dans le bilan de matière, eh bien déjà, ce qu'on voit, c'est que tout va être proportionnel à la concentration de A en entrée, donc je vais pouvoir m'en débarrasser. Alors, je vais quand même l'écrire proprement, je vais avoir dV fois CAE de ce côté-là. Ici, j'ai dV fois CAE fois 1 moins alpha, plus K de T fois CAE fois V fois moins 1 moins alpha, pardon. Et donc, je peux tout simplifier par la concentration de A en entrée. Donc là, on va simplifier un petit peu notre équation. Je vais me retrouver avec dV fois alpha, qui est égal à K de T fois V fois 1 moins alpha. Et donc le but du jeu, c'était d'exprimer le taux de conversion. Donc on est parti. Alors sachant que je vais diviser par dV des deux côtés, ce qui va faire apparaître le temps de passage à droite. On va le faire tranquillement. Donc ici, je vais avoir alpha sur 1 moins alpha qui est égal à K de T fois V sur dV. Et V sur dV, c'est le temps de passage que je note tôt. Au passage, tant qu'on y est, c'est pour cela que mon taux de conversion, je préfère le noter alpha. Je ne le note pas taux, même si avant, dans le cours, des fois on le notait taux, le taux de conversion, mais comme taux, c'est le temps de passage, je vais noter alpha, le taux de conversion. Je précise que là, les notations sont celles que moi j'ai introduites dans mon cours. Vous pouvez retrouver aussi les notations du génie chimique, que je trouve relativement immondes, mais où on va noter grand X, le taux de conversion. On noterait Q, le débit volumique, mais il peut y avoir une confusion avec le transfert thermique, donc je préfère pas utiliser ces notations ici. Voilà. On continue. Ensuite, il me reste plus qu'à isoler alpha. Donc là, ça vient... En fait, je m'y suis assez mal pris, je me rends compte. Bref, parce que j'ai divisé par 1 moins alpha, mais c'était pas à peine. Je multiplie par 1 moins alpha. Ensuite, je factorise d'un côté et je redivise. Et bref, vous faites ça tranquillement et vous arrivez à alpha de t, qui va être égal à taux K de T divisé par 1 plus taux K de T. Et voilà, c'est magnifique. Donc, on a cette expression. Et puis, évidemment, avec la constante qui suit la loi d'Arrhenius, puisqu'on vous donne les paramètres d'Arrhenius. Donc, A exponentielle moins énergie d'activation sur RT. Voilà. Une fois que vous aviez fait ça, on a bien répondu à la question. Il nous reste juste à coder la fonction alpha bilan de matière. Donc c'est ça en fait qu'on va noter alpha bilan de matière en fonction de t. Donc c'est parti. Et voilà les chimistes. Alors vous avez ce petit lien Google Colab en fait, qui est un notebook dans lequel je peux alterner du texte classique avec du code Python. Et donc, vous voyez ce lien, je vous le mets en description. Alors, vous ne pourrez pas modifier directement mon lien, mais normalement, vous pouvez demander de le télécharger et vous aurez donc ce même lien dans votre Drive. Et là, vous pourrez le modifier et donc travailler directement dessous. Sinon, vous pouvez toujours vous débrouiller, faire des copier-coller si vous travaillez sur une autre interface. Mais je trouve que Google Colab est quand même vachement pratique, assez didactique. Et vous voyez, on va exécuter en fait les blocs de code petit à petit. Donc pour détecter les erreurs, c'est pas mal. Vous pouvez aussi évidemment exécuter tout d'un coup. Bref, donc ça, vous l'avez à disposition. Donc vous voyez, j'ai déjà rentré un petit peu
toutes les valeurs dont on avait besoin. Donc là, j'exécute, il me met voilà, un petit check vert pour dire que tout va bien. Petit point de vigilance, dans les énoncés, on va vous piéger, on va vous mettre des grandeurs qui ne sont pas dans les unités du système international, qui ne sont pas forcément toutes bien calées les unes avec les autres. Il y aura des kilojoules d'un côté, des joules de l'autre. Donc c'est à vous de faire ce travail. Moi, je le fais dès que je rentre tout ça. Je vous en fais grâce ici, mais j'ai tout mis dans des unités que je peux ensuite directement combiner. Donc vous voyez, mon delta RH standard, par exemple, et l'énergie d'activation, je les mets en joules par mol, donc je rajoute un 10 puissance 3. Le volume débit volumique, je l'ai mis en litres par seconde, donc j'ai des secondes qui vont sortir pour taux, etc. etc. Soyez très vigilants là-dessus. Bon, on était dans la question 2 et on disait qu'il fallait définir une fonction alpha bilan de matière de T pour relier le taux de conversion à la température. Donc là, il y a deux manières. Soit j'explicite tout, soit je définis d'abord... moi, en fait, je vais le faire en deux étapes. Je vais d'abord définir la constante de vitesse. Donc ça veut dire que je vais faire def k de t. Et cette fonction, je lui demande de retourner donc, le facteur exponentiel a fois... donc il faut vérifier que je l'ai ici. Hein. Là, j'ai bien rentré. Vous voyez, a, c'est mon facteur exponentiel en seconde moins 1. Et puis l'exponentielle, attention, ne tapez pas directement exponentielle. Ici, on a importé numpy. Donc l'exponentielle, c'est une fonction de numpy. Et exponentielle de moins EA sur, là je mets bien des parenthèses, R fois T. Donc là, j'ai ma constante de vitesse. Et ensuite, je vais écrire le taux de conversion d'après le bilan de matière. Donc je définis une fonction, comme c'est suggéré, alpha underscore bilan de matière de T. Et je lui demande de me retourner la fonction qu'on a établie. Donc, vous voyez, je peux utiliser K de T directement. Donc, on avait quoi? On avait taux fois K de T divisé par 1 plus taux fois K de T. Je mets des espaces, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est que j'aime bien aérer, mais on s'en fiche. Si vous n'aviez pas envie de définir la constante de vitesse, vous mettez directement A, numpy exponentielle, nanana. Là où j'ai mis K de T, c'est pareil. J'exécute pour voir si j'ai pas eu de soucis. C'est très bien. Donc ça y est, j'ai ma fonction alpha bilan de matière. Bien, alors ici, on nous demande, à partir d'un... Pardon, il faut que je descende ça. À partir d'un bilan énergétique, établir une autre expression reliant le taux de conversion et la température dans le réacteur. Et puis on code sous Python la fonction alpha bilan énergétique. Donc là, l'idée, le but du jeu, ça va être d'appliquer le premier principe de la thermodynamique pour faire un bilan d'enthalpie. Comme on travaille en réacteur continu, on va travailler avec des débits, donc plutôt avec des puissances. Et voilà. Et à partir de ce bilan de puissance, on va avoir une relation entre alpha et le reste. Donc, je rappelle un petit peu quand même comment on va définir le système dans notre réacteur. En fait, ce qu'on va faire, c'est que... Enfin, le système dans notre réacteur. Le système tout court. Hein, on va prendre le réacteur plus son contenu. Et l'astuce est là, plus une petite portion du fluide à l'extérieur. Je vous explique ça. Si vous voulez, l'idée c'est que je vais prendre, alors je vais faire un dessin, c'est moche mais on s'en fiche. Hein. On va dire que mon airpack, hop, on imagine que c'est comme ça, c'est plus facile à visualiser. J'ai une entrée ici, une sortie ici. Et donc, mon système, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je prends tout ce qui est ici à l'intérieur du airpack avec le airpack, plus une petite tranche ici. Ça, c'est à l'instant T. Et puis à l'instant T plus dt, qu'est-ce qui s'est passé? Le fluide a avancé. Donc ça veut dire que le petit système là, la petite portion de fluide, pouf, elle rentre à l'intérieur, ce qui va pousser une portion de fluide de même taille, pouf, qui sort à l'extérieur. Donc si je reprends mon système, regardez bien, hop, hop, ça veut dire que un petit instant plus tard, j'ai toujours l'entrée, la sortie, et donc si mon système, c'est le fluide que je vais suivre, eh bien vous voyez, on a toute cette portion-là, et la petite portion de fluide qui n'est pas la même, hein, mais celle qui est entrée a poussé une qui est sortie. Et je vous rappelle l'hypothèse du airpack. L'hypothèse du airpack, c'est que la composition et la température dans
tout le réacteur est égal à la composition à la température en sortie. Grosso modo, entre l'instant T et T plus dt, tout ce système ici qui est compris dans le réacteur n'a pas du tout changé ni de concentration ni de température, donc là il n'y a pas de variation d'enthalpie, et donc le seul système à considérer, c'est celui que je colorie ici, qui va passer ici d'une composition qu'on va définir par le taux de conversion ici alpha qui vaut 0, et la température d'entrée, donc alpha entrée vaut 0, et ici la composition sera définie par le taux de conversion de sortie et la température de sortie. D'accord? Et donc là, quand vous voyez ça, normalement, ça vous rappelle le chapitre sur la thermochimie du premier principe de la thermodynamique, où on fait typiquement le cycle thermo pour une température de flamme, puisque je vais avoir une composition chimique qui varie et simultanément une température qui varie. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va appliquer le premier principe de la thermo pour cette transformation, qui est, alors ici, on va la considérer isobare, mais pas adiabatique, parce qu'on vous parle d'un refroidissement. D'accord? Donc, on applique le premier principe de la thermo au système siège d'une transformation isobare. Donc, on a déjà démontré dans le cours que ce premier principe s'écrit dH égale delta QP. La variation d'enthalpie entre l'instant T et T plus dt vaut le transfert thermique. D'accord? Et puis nous, en fait, l'idée après, ça va être d'utiliser le fait que H est une fonction d'état. Et donc, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Là, je ne vais pas tout rédiger comme dans le cours parce que ce serait très long. Mais l'idée, ça va être quoi? Ça va être de considérer que on peut utiliser du coup un chemin fictif, où d'abord on va faire une transformation chimique où c'est alpha qui varie et la transformation chimique est isotherme, donc se fait à TE. Et ensuite, on va considérer qu'à composition fixe, on fait une élévation de température de TE jusqu'à TS. Autrement dit, je décompose ma variation d'enthalpie DH en deux contributions. Un DH que j'appelle DH chimique, qui correspond à la variation d'enthalpie pour la transformation chimique, et un DH que j'appelle DH physique, qui correspond à la variation d'enthalpie lors de l'élévation de température. D'accord? Et puis une fois qu'on a ça, on se ramène plutôt à un bilan de puissance, c'est-à-dire comme on travaille en réacteur continu, on va passer d'un bilan, on passe des énergies au flux d'énergie, si vous voulez. Donc on va se ramener à un bilan de puissance que je vais vous écrire. Donc l'idée, c'est que ça va donner DH sur dt, qui vaut DH chimie sur dt, plus DH physique sur dt. Qu'est-ce que ça représente ces grandeurs? Finalement, DH sur dt, oups là, j'ai fait une bêtise. Pardon. DH sur dt, c'est delta QP sur dt. Donc ça va être la puissance thermique algébriquement reçue par le système. Donc ça peut être le fait qu'on chauffe, le fait qu'on refroidisse, etc. etc. La variation temporelle de l'enthalpie, ici, ça va être une puissance d'origine chimique qui est liée à la transformation chimique. Et puis ici, c'est une puissance qui est liée à l'élévation de température du fluide dans le réacteur. Donc ce qui fait que finalement, le bilan de puissance, il s'écrirait simplement puissance thermique égale puissance, je vais dire chimique, et puissance physique, avec des guillemets. D'accord? Ça revient à ça. Et puis de là, on refait un petit peu la même démonstration que dans le cours. Donc on y va, on va commencer par le terme chimique. P chimique, déjà je sais que la variation d'enthalpie, on l'a déjà vu, ça c'est delta RH standard fois dexi. Et donc, si je passe à P chimique, ça veut dire je divise par dt. On a delta RH standard fois dexi sur dt. Et puis on a déjà vu que dexi sur dt, c'était R fois V. Donc ça nous donne delta RH standard fois RV.
Et je rappelle qu'avec le bilan de matière, on avait déjà établi que R fois V, bah, ça faisait dV CAE fois alpha, hein, si vous reprenez tranquillement le bilan de matière. Donc on n'a pas besoin en fait d'utiliser l'ordre 1, c'est-à-dire que le bilan de matière nous donne ça. Je vais noter entre parenthèses si vous voulez vous poser tranquillement et le retrouver. Et donc ce qui fait que quand je remplace, j'ai le terme de puissance qui devient dV CA entrée fois delta RH standard fois alpha. Hop, donc là j'ai mon premier terme. Ensuite on passe au terme physique. Donc pour la puissance qui est liée à l'élévation de température, bah pareil, j'exprime d'abord dH physique exactement comme je le fais dans le cours sur le premier principe de la thermodynamique. Donc ici l'idée bah, c'est de se dire finalement c'est la variation d'enthalpie, c'est pas dû à une élévation de température d'été, ne vous faites pas avoir, c'est dû à une élévation de température de ma petite portion de fluide, où on va dire que cette portion de fluide elle a une masse dm, donc ici alors de masse dm on n'a que du liquide A pur, donc là c'est assez simple, donc ça va être dma, fois la capacité calorifique de A. Alors je vais vérifier sur mon énoncé, je vous l'ai donné en massique, capacité thermique massique. Donc ça va être CPA massique, pour le coup, c'est un CP standard d'ailleurs qui est donné, fois la différence de température, donc TS moins TE. Et quand je passe au terme de puissance, bah, ce qui va apparaître, c'est la dérivée de la masse de A par rapport à T, fois CPA standard fois TS moins TE. Et ce qu'on fait apparaître ici, vous voyez, la dérivée de la masse de A par rapport à T, ça c'est un autre que le débit massique, donc je note dW pour weight, débit massique de A. Et ce débit massique, on peut le relier au débit volumique par la masse volumique, donc ça serait ρ de A fois le débit volumique. Je précise pas que c'est débit volumique de A en fait, puisque A est pur. Donc, pareil pour le débit massique, j'aurais pu ne pas préciser l'indice. Et puis finalement, le bilan des courses, c'est qu'on se retrouve avec ce terme de puissance qui vaut dV fois ρ de A fois CP standard de A fois TS moins TE. Et puis enfin, il nous reste le terme de puissance thermique. Alors le terme de puissance thermique, bon, j'ai peut-être pas été sympa. C'est vrai que je vous ai pas donné la formule, la loi de Newton pour le transfert conducto-convectif. Là, en général, normalement, il me semble qu'elle doit vous être donnée. Donc il n'y a pas de souci, mais juste si j'écris le bilan énergétique de manière générale, comme dans le cours, avec ce qu'on vient de voir, on a que la puissance thermique algébriquement reçue par le système, bah, comme c'est la somme, ça va être dV, que je peux mettre en facteur, fois CAE delta RH standard alpha, plus ρ de A, CP standard de A, fois TS moins TE. Donc là, j'ai le bilan thermique. Et puis ensuite, la puissance thermique dans le cas de l'exercice, c'est-à-dire on voit que le réacteur est refroidi par une double enveloppe maintenue à 20 degrés, et on vous donne le transfert conducto-convectif. Donc dans ce cas-là, la loi, c'est toujours la loi de Newton, c'est moins HS température du système moins, comment je l'ai noté, T0, hein, la température de l'enveloppe, sachant que la température du système, en fait, c'est la même chose que TS. Donc ça, c'est loi de Newton. D'accord. Au programme de chimie, elle n'est pas à connaître. Il me semble qu'en physique, il est dit également dans le programme qu'elle doit être rappelée. Donc en fait, là, dans l'exo, je ne vous l'ai pas mise, mais vous pouvez considérer qu'elle serait rappelée. Et donc, pour mes étudiants, bah, en DS, même chose, hein, je vous la donnerai s'il y avait besoin de l'utiliser. Mais on arrive enfin au bilan énergétique que je peux réécrire correctement. Moins HS TS moins T0, qui est égal à dV, facteur de CAE delta RH standard alpha plus ρA CPA standard TS moins TE. Et là, ce qu'on vous demandait, bah, c'était de sortir le taux de conversion alpha.
Ok, donc j'ai plus qu'à isoler alpha. Alors, à noter qu'on ne me donne pas la concentration de A en entrée, et donc il faut penser à l'exprimer, parce que la concentration de A en entrée, on ne me la donne pas. Par contre, on donne la masse volumique et la masse molaire, donc ce sera ρ de A sur MA. Voilà, donc une fois que j'ai isolé alpha et que j'ai remplacé CAE, j'obtiens l'expression suivante. À noter que c'est cette fonction qu'on appelle alpha bilan énergétique. Et voilà, maintenant qu'on a répondu à ça, je pense qu'on va aller s'empresser de la coder sous Python, puisque c'était l'objectif de la question 2. On veut définir la fonction alpha bilan énergétique de T. Et donc, là, j'ai fait un petit copier-coller pour gagner un peu de temps. Boum, je remets l'expression en fait qu'on a dit tout à l'heure, tout simplement. Et puis ensuite, on passe au tracé. Donc là, en fait, je vous ai déjà mis le code. Il y avait rien à compléter, donc ma question 3, c'était juste une étape. Mais l'idée, c'est de... Bon, je fais un lean space pour avoir les abscisses. Et puis, vous voyez, un plot pour alpha bilan de matière, un plot pour alpha du bilan énergétique. Et puis, là, j'ai cadré un petit peu les choses, mais ça, c'est pas à vous de le faire. Et là, pouf, vous voyez, ça y est, j'ai mes deux courbes. Donc en bleu, la courbe qui donne l'évolution du taux de conversion selon le bilan de matière. Et en rouge, l'évolution du taux de conversion selon le bilan. Alors j'ai mis BT pour bilan thermique, des fois on dit bilan thermique, bilan thermochimique, bilan énergétique. Tout ça, c'est la même chose. Et donc on voit qu'il y a 3 points de fonctionnement. 1, 2, 3. Chaque intersection est un point de fonctionnement. Et donc on arrive à la question 4 en utilisant soit une dichotomie, soit la fonction bisect de la bibliothèque cp.optimize, déterminer les coordonnées du ou des points de fonctionnement. Donc moi je vais vous montrer ici le plus rapide qui va être d'utiliser bisect. Donc en gros l'idée c'est que ça fait une bisection, ça vous permet de trouver l'abscisse du zéro d'une fonction. Est-ce que j'ai importé cp.optimize? Oui, vous voyez, il est ici. Donc il a bien été importé. Donc voyons cela, comment je vais les déterminer? Déjà, je vais définir une fonction fonctionnement telle que lorsqu'elle vaut 0, je suis sur un point de fonctionnement. Et vous l'avez compris, les points de fonctionnement sont les points d'intersection des deux courbes. Donc en fait, il suffit de définir fonctionnement comme étant la différence entre le bilan thermique et le bilan de matière, de sorte que quand ça vaut 0, je suis sur un point de fonctionnement. Donc je vais simplement lui demander de me retourner alpha bilan de matière de T moins alpha bilan énergétique de T. Et puis pour avoir les points de fonctionnement, là ce qu'on va faire c'est que comme la température ce sera bien l'abscisse, vous voyez, si je suis par exemple sur un point de fonctionnement ici, ça va être l'abscisse que j'ai là. Je vais chercher un point de fonctionnement, donc je vais sniper, c'est-à-dire que je sais que j'en ai entre 350 et 400. D'accord? Quand je vais lui demander de me sortir l'abscisse, donc je tape cp.optimize.bisect, la fonction, et là je dois rentrer au minimum 3 arguments. Le premier, c'est le nom de la fonction dont je cherche le 0. Donc si c'est la fonction fonctionnement, et ensuite je rentre les bornes, donc A et B. Donc là, par exemple, si je cherche le premier point de fonctionnement, je vais chercher entre 350 et 400, donc je vais lui dire, tu me fais de 350 à 400 pour me sortir un point de fonctionnement. Une fois que j'ai cette première température, la température du premier point de fonctionnement, AS1, ça va être le taux de conversion correspondant. Et donc là, il suffit de réinjecter cette valeur de la température sortie, soit sur alpha bilan de matière, soit sur alpha BE, c'est pareil. Donc je vais le faire avec alpha bilan de matière, mais normalement, ces valeurs sont égales. Donc alpha BM, TS1. Et là, normalement, tout va bien. Ensuite, on ne va pas changer grand-chose, on va faire des copier-coller. Et je vais juste changer les bornes. Donc bam, et pour TS3, pareil. Donc au niveau des bornes, TS1, il va tomber par exemple entre 450 et 500. Et ici, on va tomber entre 550 et 600. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 450 et 550. Donc 450 et 500. Et là, entre 550 et 600. Et ensuite, même chose, je fais du copier-coller. On ne va pas y passer des plombs pour le TS2. Et ici, je remets TS3. Après, tout ce qui est décoration, c'est-à-dire là, les plt.skater, c'est pour le faire apparaître sur la courbe. Donc ça, c'est normal, c'est moi qui le fais.
Et avec à nouveau un tracé, je vous ai mis du texte aussi pour qu'on voit les valeurs. Alors attention, ici j'avais mis BT pour bilan thermique, mais c'est bilan énergétique. J'exécute le code. Paf. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Les PLT.scatter, bah, ça fait les petits ronds ici pour détecter les points de fonctionnement. Et puis je vous ai mis les valeurs ici. Donc on voit qu'on a un point de fonctionnement ici très bas avec un taux de conversion très faible. Hein. Donc on a la valeur qui vaut 1,85210-5 pour une température de 364 Kelvin. Ensuite, on a le point de fonctionnement du milieu ici à 50% de taux de conversion. Et puis le dernier point, on est à quasi 100%. Voilà, vous voyez, la capacité numérique, c'est surtout ça, hein, aller chercher les points de fonctionnement. Je ne l'ai pas fait avec la dichotomie, mais vous pourriez le faire. Mais vous voyez que ce qui est bien, c'est qu'avec la fonction bisect de cp.optimize, c'est fait en une ligne, donc assez rapide. Et puis ça peut servir pour plein d'autres applications. On verra ça, je pense, quand on fera la prochaine capacité numérique. Bien, nous voilà à la question 5 qui va permettre de répondre à l'objectif de cette capacité numérique, à savoir d'étudier les points de fonctionnement, savoir s'ils sont stables. Donc, on avait une longue discussion en cours, je ne reviens pas dessus, ce serait bien trop long, mais grosso modo, on avait dit que la condition de stabilité d'un point de fonctionnement, donc je note PF, c'est d'avoir la dérivée du taux de conversion donné par le bilan de matière, donc autrement dit le taux de conversion cinétique, certains l'appellent comme ça, qui est inférieur à la dérivée du taux de conversion issue de l'équation du bilan énergétique. Oula, quelle grosse erreur j'ai fait, regardez, à gauche, j'ai mis un petit essai, une dérivée par rapport à la température. Donc c'est-à-dire que s'il y a un petit dysfonctionnement dans le réacteur et à un endroit localement, bam, la température, par exemple, augmente. Là où c'est pas prévu parce que j'ai un problème de refroidissement ou j'ai un problème d'agitation, etc., etc. Et ben, ce qu'on veut regarder, c'est les valeurs de ces dérivés. Donc en fait, on compare les pentes des deux courbes. Donc oui, on peut torcher cette question juste visuellement, et ça prend 30 secondes. Et donc normalement, vous voyez que le point 1 et le point 3 sont des points stables. Le point 2 est un point instable, puisque c'est l'inverse, c'est la dérivée de alpha bilan de matière qui est supérieure à la dérivée de alpha bilan énergétique. Maintenant, nous, l'idée, c'est de l'étudier sous Python. Donc pour ça, déjà, on vous dit qu'il faut faire une fonction qui renvoie la valeur de la dérivée. Donc ce qu'on va faire pour la dérivée, c'est-à-dire f' en un point d'abscisse x, c'est qu'on va la définir comme ceci. On va dire que c'est f de x plus h moins f de x moins h, donc la différence en fait des ordonnées, divisé par la différence des abscisses correspondantes, donc 2h, tout simplement. On va coder ça sous Python, une première fonction, et puis à l'aide de cette fonction dérivée, on va faire une fonction que je vais appeler stabilité, par exemple, qui doit renvoyer true si cette inégalité est respectée, qui doit renvoyer false si ce n'est pas le cas. Allez, on passe sous Python. Allez, on finit avec ce petit bout de code. Donc pour la dérivée, on a compris qu'on allait chercher à avoir f de x plus h moins f de x moins h. Alors tout ça entre parenthèses évidemment, qu'on divise par 2h. Boum, donc je mets bien 2 fois h. Donc là j'ai la dérivée. Et maintenant je définis la fonction stabilité qui doit me retourner true si tout va bien et false si, enfin tout va bien, pardon, si le point de fonctionnement est stable, false s'il est instable. Donc on a compris que c'est avec les dérivés. Donc finalement je vais dire que si la dérivée de donc la fonction là ça va être alpha bilan de matière TS pour l'abscisse X, et puis H, on va garder H, est inférieur à la dérivée de alpha bilan thermique TS H, alors je lui dis de me retourner true. Sinon, si, donc je mets elif, ou non, ou je peux mettre else. Simplement, sinon, return false. Et donc là, normalement, ma fonction stabilité devrait me dire si les points de fonctionnement sont stables. Donc on y va, j'exécute le code. Ah, j'ai fait une petite boulette. Qu'est-ce qui ne va pas? F de x plus h moins f de x moins h sur 2h.
Ah, name X. J'ai mis... Ah bah oui, oh là là. Regardez, j'ai mis un X majuscule. Forcément, il sait pas ce que c'est, Python, il m'insulte. Et hop, on est reparti. Ça a l'air bon. Sauf que ça ne l'est pas, puisque... ah oui, il me met faux partout, mais j'ai mis bilan de matière là aussi. C'est bilan énergétique. Vous voyez, bon, on fait des petites erreurs d'écriture. Et là, tout va bien. On voit que le point de fonctionnement true, il est stable, instable, stable. Et ça correspond bien à ce qu'on voit sur la courbe, hein. Ici, j'ai la pente thermique qui est plus importante que la pente bilan de matière. Ici, c'est l'inverse, donc c'est instable. Et ici, c'est stable. Donc tout va bien. Mon petit code pour trouver la stabilité des points de fonctionnement est opérationnel. Et là, on a terminé l'exercice. Je vous ai mis quand même un petit bonus cadeau. Vous voyez, j'ai fait un bout de code. Alors ça, c'est en plus pour observer l'influence de quelques paramètres comme la température d'entrée et l'enthalpie standard de réaction. Donc l'idée, c'est que là, j'ai utilisé Interact de IPWidget. Et voilà, l'idée, c'est de définir une fonction graph où je rentre comme argument TE et delta RH standard. Et avec Interact, je peux interagir avec ces paramètres en faisant varier TE dans la tranche de 300 à 1000 par pas de 100 et delta RH standard dans la tranche de moins 300 kJ par mol à 300 kJ par mol par pas de 120. J'ai fait exprès de ne pas mettre un pas de 100 pour delta RH standard parce que si delta RH standard égale 0, la fonction bilan énergétique, elle ne sera pas définie. Et vous voyez, je l'ai redéfini, pardon, je vais un petit peu vite sur la fin, mais le alpha bis bilan, j'ai mis thermique, mais on va rester cohérent, je vais mettre bilan énergétique, même si c'est pareil. Je l'ai réécrite, mais en mettant 3 variables, de sorte à pouvoir jouer avec. Donc si j'exécute le code, regardez ce que ça donne, et ça, vous pourrez jouer avec vous aussi. Bah, je retrouve un peu le même graphique, sauf que je peux voir l'influence de la température d'entrée. Donc si je l'augmente, hop, on voit que ma droite se décale vers la droite. Et donc le point de fonctionnement se décale avec elle. Et d'ailleurs, ici, on voit qu'on n'est plus que dans le cas où on a un seul point de fonctionnement stable. Donc je trouve que c'est assez joli de pouvoir illustrer le cours avec ça. Vous voyez, là, je suis complètement à gauche, donc là, aucun intérêt puisque je vais avoir un taux de conversion nul. Et puis maintenant, on peut jouer aussi avec delta RH standard. C'est-à-dire que si la réaction est plus exothermique, boum, je décale vers la gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit forcément que on a un point de fonctionnement qui se décale avec une température de sortie beaucoup plus élevée, donc ça va chauffer dans le réacteur, hein. Je peux également examiner le cas d'une réaction endothermique, par exemple, avec du coup la pente de la droite qui change de signe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Le point de fonctionnement, il est ici. Donc on a une température de sortie plus basse que la température d'entrée. On a un taux de conversion faible. Et donc, logiquement, quand vous avez une réaction endothermique, on a plutôt intérêt à chauffer. Donc vous voyez, le fait d'emmener un fluide plus chaud à l'intérieur, donc le fait d'avoir une température d'entrée plus importante va permettre de décaler le point de fonctionnement vers des taux de conversion plus avantageux, etc. etc. On pourra en parler pendant longtemps, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc ça, vous pouvez évidemment jouer avec et vous l'approprier, voire même faire intégrer d'autres variables. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on dilue le réactif, et puis ça changerait encore un petit peu les équations, on pourrait jouer avec la concentration du soluté, etc. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense. Et voilà les chimistes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était assez clair. Alors je sais que ça demandait pas mal de prérequis, évidemment, d'avoir vu le cours sur les réacteurs ouverts, ça va de soi. Dites-moi si le format vous plaît, si c'était bien pour réviser ou voir ou revoir cette capacité numérique. Mettez un max de commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si vous avez des collègues à qui cela peut servir. Et puis vous nous dites si, parce que la prochaine fois je pense que je le referai avec Eric, il y a encore une autre capacité numérique dans le programme, donc est-ce que vous souhaitez qu'on la fasse en vidéo ou pas, et après éventuellement on pourra attaquer les capacités numériques du programme de PCSI. Voilà, je vous laisse nous dire ce que vous en pensez, je vous souhaite de bien travailler, je vous souhaite aussi une bonne fin d'année 2022 avec des joyeuses fêtes et tout ça et tout ça. Allez, à bientôt, salut!